Donc, je vais commencer le TD d'analyse. Alors, je ne me rappelle pas où est-ce qu'on s'était arrêté la dernière fois. Alors, c'était... Alors, c'était où? Je ne me rappelle pas. Le terme de Rowan avait fait. Les référencements finis. Alors, elle a deux expressions. C'est 3 moins x dessus 2 si x est inférieur à 1. Et c'est 1 sur x si x est supérieur à 1. Alors, la dernière fois, donc, on avait montré que f est continu, dérivable sur f, et on avait calculé la dérivée. Donc, on avait fait tout ça. Alors, il y a resté la deuxième et la troisième question. Alors, la deuxième, ça dit que on veut appliquer les accroissements finis à f sur l'intervalle 0,2. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut appliquer les accroissements finis à f sur l'intervalle 0,2? Alors, pour appliquer les accroissements finis, puisqu'elle est continue et dérivable sur f, donc elle va être continue et dérivable, continue sur l'ouvert, plutôt le fermé, parce que l'intervalle fermé 0,2, il est inclus dans f. Et puisqu'elle est dérivable sur f, donc elle est dérivable sur n'importe quelle partie de f. Donc elle est dérivable aussi sur l'intervalle ouvert 0,2. Ce qui fait que les accroissements finis, ça s'applique. Et que dit le théorème des accroissements finis? Alors il dit que il existe un C, donc je vais étudier le corrigé, enfin je vais lire le corrigé, pardon. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C dans l'intervalle ouvert 0,2, tel que f de 2 moins f de 0, donc f de b moins f de a, égale à b moins a fois f' de c. Donc c'est 2 fois f' de c. Voilà donc ce que dit le théorème des accroissements finis. Alors donc ça c'est bon. Ensuite, déterminer toutes les valeurs possibles de c. Alors le théorème des accroissements finis nous donne l'existence. On sait qu'il existe un c dans 0,2 tel que 2 fois f' de c égale à f de 2 moins f de 0. Mais les accroissements finis, ils ne vous donnent pas la valeur de c. Alors, ce qu'on vous demande dans l'exercice, dans la question 3, c'est trouver toutes les valeurs possibles de cette constante c. Alors, donc, les valeurs possibles, c'est quoi? On va regarder l'équation, on va résoudre cette équation. Alors, déterminer toutes les valeurs possibles de c. Alors, j'appelle cette équation E. Alors, donc, E, elle est équivalente. F de 2, alors f de 2, c'est 1,5. Donc, je reviens à l'exercice. F de 2, donc il faut le chercher ici. Je remplace x par 2, donc ça donne 1,5. Et f de 0, il faut le chercher ici. F de 0, ça vous donne 3,5. Donc, on remplace. E, c'est équivalent à 1,5 moins 3,5 égale à 2 fois f' de c. Ce qui fait que f' de c, c'est moins 1,5. Donc, vous faites la différence. Ensuite, vous divisez par 2. Ça vous donne moins 1,5. Voilà l'équation E. Comment elle s'exprime? Alors maintenant, pour trouver c, il faut calculer f' de c. C'est quoi f' de c? Mais d'après la première question, voilà la dérivée de f. F' de x. Alors, si x est inférieur à 1, la dérivée de x, c'est moins x. Si x est égal à 1, c'est moins 1. Et si x est supérieur à 1, c'est moins 1 sur x2. Voilà comment on avait calculé la dérivée. Alors maintenant, f' de c, ça va être quoi f' de c? Par quelle expression on va remplacer f' de c? Alors là, ça dépend. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c est inférieur à 1? Est-ce qu'il est égal à 1? Est-ce qu'il est supérieur à 1? Donc il faut savoir où est-ce que se situe c. Alors premièrement, est-ce que c peut être égal à 1? Alors si x est égal à 1, f' de x c'est moins 1. Donc si c, le point c c'est 1,
Ça voudra dire que f' de c, c'est moins 1. Mais qu'est-ce qu'on sait sur f'? Regardez l'équation. F' de c, c'est moins 1 demi. Donc c ne peut pas être égal à moins 1. Ça, c'est impossible. Donc là, c, il ne peut pas être égal à moins 1. Parce que les accroissements finis, ils vous disent que f', pardon, ils vous disent que f' de c, c'est moins 1 demi. Donc c ne peut pas être égal à moins 1. Maintenant, est-ce que c est inférieur à 1? Je ne sais pas. Tout ce qu'on sait, c'est que c, il est dans l'intervalle ouvert 0,2. Donc, il peut être dans 0,1, il peut être dans 1,2. Donc, la question qu'il faut se poser maintenant, est-ce que c, est-ce qu'il peut être entre 0 et 1? Alors, on va voir. Sur 0,1, si c appartient à 0,1, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, si c appartient à 0,1, donc l'équation E, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient moins c, parce que f' de c à ce moment-là, ça va être égal à moins c. Elle devient moins c égale à moins 1,5. Je multiplie par moins 1, ça signifie que c, c'est égal à 1,5. Mais, il faut rester dans l'intervalle. Est-ce que 1,5 appartient à 0,1? On est toujours dans le bon intervalle, et donc, ça marche. La première valeur de c, ça veut dire que 1,5, ça marche. Deuxième possibilité, est-ce qu'il peut y avoir un c dans l'intervalle 1,2? Alors, dans l'intervalle 1,2, f' de x, on a dit que c'est moins 1 sur x2. Ça veut dire que l'équation à ce moment-là, elle va être égale à moins 1 sur C2 égale à moins 1,5. Donc l'équation, elle devient moins 1 sur C2 égale à moins 1,5. Ça veut dire que C2, c'est égal à 2. Et donc, c'est quoi C? C, normalement, c'est plus ou moins racine de 2. Mais comme on est dans l'intervalle 1,2, donc C, c'est positif. D'accord? Donc ici, le C, il est positif, il est supérieur à 0. Comme il est supérieur à 0, donc si C2 égale à 2, ça veut dire que C, c'est racine de 2. Ah oui, j'ai pris les deux cas, d'accord. Alors, j'ai pris les deux cas, c'est pas grave. Alors, si je prends les deux cas, donc C, c'est plus ou moins racine de 2. Mais moins racine de 2, il n'est pas dans l'intervalle 1-2. Donc, ça, c'est à rejeter. Il faut l'exclure. Donc, ce qui reste, c'est C égale racine de 2. Maintenant, une fois qu'on a trouvé la valeur de C, il faut vérifier qu'il est dans le bon intervalle. Est-ce qu'il appartient à 1,2? Oui. Racine de 2, il est bien dans l'intervalle 1,2. Et donc, ça, c'est une valeur possible de C. Donc, finalement, on a trouvé deux valeurs. Le théorème des valeurs intermédiaires, il vous dit, des accroissements finis, il vous dit qu'il existe au moins C dans l'intervalle 0,2 qui vérifie l'équation E. Et nous, on vient de voir qu'il y a, en fait, deux valeurs de C. C'est 1,5 et racine de 2. Donc, E admet deux solutions dans l'intervalle 0,2. C'est C égale à 1,5 et C égale à racine de 2. Donc, il y a deux valeurs possibles. Voilà, donc ceci termine l'exercice. Alors maintenant, on passe à l'exercice 8. Donc, on va d'abord regarder ensemble les énoncés et puis on va faire le corrige. Alors, dans l'exercice 8, alors on vous dit, montrez que pour tout entier naturel n, log de n plus 1, ou moins le log de n, il est toujours compris entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n. Alors, pour démontrer ceci, on va utiliser les accroissements finis. Et donc, il faut choisir une fonction. Donc, il faut avoir une fonction f. Et puis, il faut avoir un intervalle AB. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va jouer le rôle de f de x?
LNX. C'est LNX. Alors, vous allez choisir LNX. Alors, c'est pas sûr que ça marche. Donc, d'abord, vous choisissez une valeur. Si ça marche pas, il faut modifier, il faut trouver autre chose. Donc, le premier réflexe, c'est de prendre la fonction égale à ln de x. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va prendre comme intervalle? N et N plus 1. Voilà. Parce que le théorème des accroissements finis, il vous dit f de b moins f de a. Alors, regardez ici. Vous avez f plus 1 moins f de n. Donc, naturellement, de façon naturelle, l'intervalle, il a de fortes chances pour qu'il soit n plus 1. Donc, on va essayer de raisonner comme ça. Si ça ne marche pas, on va changer. Alors, corriger. Exercice 8. Donc, soit n appartenant à n étoile, posant f de x égale à ln de x sur l'intervalle n plus 1. Ça, c'est le choix le plus naturel possible. Alors, la fonction ln de x, elle est définie, continue, dérivable sur l'intervalle 0 plus infini. Alors, comme n, il est dans n étoile, donc l'intervalle n plus l'infini, il est inclus dans 0 plus infini. Donc, f va être aussi défini, continu, dérivable sur l'intervalle n plus 1. Alors, la dérivabilité, c'est pas ouvert. Si, mais si c'est dérivable sur le fermé, donc c'est aussi dérivable sur l'ouvert. Ah, d'accord. D'accord. Alors ici, c'est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc c'est dérivable sur le fermé. Et si c'est dérivable sur le fermé, donc c'est aussi dérivable sur l'ouvert. D'accord? Oui. Alors donc, les accroissements finis, qu'est-ce que ça dit? D'abord, le théorème s'applique. J'ai dit valeur intermédiaire. Hein, donc là, c'est une erreur. Je rectifie. D'après le théorème des accroissements finis. D'après le théorème des accroissements finis, il existe un C dans l'intervalle n plus 1 tel que fn plus 1 moins fn égale f' de C fois b moins 1, donc n plus 1 moins 2. Donc, je remplace ln plus 1, plutôt fn plus 1, c'est ln de n plus 1, moins f de n moins ln de n, égale à 1 sur c, parce que n plus 1 moins n, c'est 1. Alors maintenant, sachant que c, il est compris entre n et n plus 1, donc c, il est supérieur à n strictement, il est inférieur à n plus 1. Quand on inverse, parce qu'on a besoin de 1 sur c, alors quand on inverse, on va avoir 1 sur c, qui va être supérieur strictement à 1 sur n plus 1 et inférieur à n. Mais faites attention, quand on inverse, quand on a des dénominateurs, il faut toujours s'assurer que c'est non nul. Alors, vous avez n et n plus 1 qui sont non nuls, parce que n est dans n étoile. Et c, il est à l'intérieur, entre n et n plus 1. Donc, c'est aussi un non nul. Ce qui fait qu'ici, tous les dénominateurs sont non nuls. Et tout est positif. Donc, quand on inverse, on obtient bien ceci. Maintenant, c'est quoi 1 sur C? Regardez, c'est quoi 1 sur C? 1 sur C, c'est ln plus 1 moins ln. Et donc, on aura ln plus 1 moins ln de n supérieur à 1 sur n plus 1, inférieur à 1 sur n. C'est ça qu'on vous demande de démontrer dans la première question. Donc, ces inégalités, on les démontre en utilisant le théorème des accroissements finis. Le théorème des accroissements finis, il est très utile pour démontrer des inégalités. Et ce sont des inégalités qu'on utilise pour des tas de raisons, pour calculer des limites, pour autre chose, etc. Donc, ce sont des inégalités qui sont très utiles dans la pratique. Alors, par exemple, la première utilité ici, c'est quoi? C'est pour étudier des suites.
par exemple. Alors, on vous dit, on déduit. Donc, en utilisant la question 1, on déduit que la suite Sn, qui est définie par son terme général, égale à 1 plus 1 demi plus 1 tiers, etc., jusqu'à 1 sur n. C'est comme ça qu'on définit le terme général de cette suite. Alors, il faut montrer que cette suite-là, elle est divergente. Il faut montrer qu'elle diverge. Et on vous dit, on déduit. Donc, il ne faut pas chercher ailleurs. Il faut juste utiliser la première question. Alors, comment combiner la première question? Comment utiliser la première question pour montrer que cette suite est divergente? Bon, alors je vous avais envoyé le corrigé. J'espère que vous l'avez au moins lu. Voilà. Le 1 sur n, en fait, regardez la suite ici. La suite, c'est 1 sur 1, plus 1 sur 2, etc., plus 1 sur n. Alors, le 1 sur n, on le retrouve ici. Donc, comment trouver, par exemple, 1 sur 1, le premier terme, 1 sur 1? Le 1 sur 1, on sait qu'il est supérieur à log de 2 moins log de 1. Le terme suivant, 1 demi, il est supérieur à log de 3 moins log de 2, ainsi de suite. Donc, d'après la première question, voilà ce que vous allez avoir. 1, il est supérieur à log de 2 moins log de 1. 1 demi supérieur à log de 3 moins log de 2, ainsi de suite. Le dernier 1 sur n, il est supérieur à log de n plus 1 moins log de 1. Alors maintenant, pour avoir Sn, je fais la somme. Donc, je fais la somme. Alors, à droite, j'obtiens 1 plus 1 demi, etc. jusqu'à 1 sur n. Donc, j'obtiens Sn. Et puis à gauche, regardez bien, on a ln de 2, et ici, on a moins ln de 2. Donc, il se simplifie. Là, vous allez avoir ln de 3. Et si vous équilibrez un tiers, vous obtenez ici moins ln de 3. Donc, il se simplifie. Le terme qui est là, il va se simplifier avec le terme d'avant. Donc, au final, qu'est-ce qui va rester? Il va rester ce terme et ce terme. Et donc, on obtient Sn qui est supérieur à ln de n plus 1 moins ln de 1. ln de 1 qui est égal à 0. Et donc, on obtient Sn supérieur à ln de n plus 1. Alors, comme la limite de ln de n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini, alors la limite de Sn, c'est quoi? La limite de Sn, donc ça va être supérieur ou égal à la limite de ln de n plus 1. Comme ça, c'est plus l'infini, et que Sn est supérieur à ça, donc la limite de Sn, c'est aussi plus l'infini. Et lorsqu'une suite admet une limite qui est égale à l'infini, la suite, elle est divergente. Voilà. Alors, s'il y a des questions, donc, vous m'arrêtez. Sinon, on va passer à la dernière question. Alors, la dernière question, c'est plutôt la question 3 et 4. En fait, elles ne sont pas demandées, hein, c'est pour ça que je ne les ai pas faites. Donc, dans la série d'exercices, on m'a demandé, je n'ai fait que les exercices qu'on m'a demandé de faire. Alors, dans la question 3, c'est pratiquement la même chose. Au lieu d'avoir ln, vous avez quelque chose qui ressemble. C'est racine de n plus 1 moins racine de n. On doit montrer que c'est minoré par 1 sur 2 fois racine de n plus 1 et que c'est majoré par 1 sur 2 fois racine de n. Donc, l'idée, c'est comme ici. Dès qu'on vous demande de trouver des encadrements, des inégalités, alors le réflexe, c'est de penser au théorème des accroissements finis. Alors, ce qui va jouer le rôle de la fonction ici, ça va être de la même manière, de façon très naturelle. Ça va être égal à racine de x. Et le x, il faut le prendre dans l'intervalle de la même manière. Regardez, c'est f de b moins f de a. Donc, il faut le prendre dans l'intervalle n et n plus 1. Alors, une fois que vous avez trouvé l'encadrement,
la même chose. On vous demande de trouver la nature de la suite UN. Alors, la nature de la suite UN, donc je pense qu'ici, il faut utiliser les deux encadrements. Alors, vous allez avoir, à la fin, vous allez montrer que UN, elle est supérieure à une certaine quantité, inférieure à une certaine quantité. Et puis, les deux bornes, à gauche et à droite, vous allez montrer que ça tend vers la même limite. Et donc, le milieu aussi, il va tendre vers la même limite. Parce que là, on vous demande de montrer que c'est convergent. Voilà. Donc, il faut essayer de le faire. Et Monsieur, il faut s'inspirer de la première question. Oui. on fait 1 plus 1 sur racine de 2 jusqu'à 1 sur racine de 1. Et que ce qu'on trouve dans une égalité, on multiplie par 1 sur racine de 1. Oui, je n'ai pas fait les calculs. L'essentiel, je vous dis ce que vous, normalement, ce que vous allez avoir. D'accord? Donc, ce que vous allez avoir. Vous allez utiliser les inégalités. Chaque 1 sur la racine, parce qu'ici, il ne faut pas prendre le 2. Il faut prendre juste 1 sur la racine. Et là, il faut prendre 1 sur la racine. On multiplie par 2. Ensuite, le 2, c'est pas un problème. Dans la fin, vous divisez par 2. D'accord? Donc, d'abord, il faut regarder le 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 1, comme je l'ai fait pour 1 sur 1 ici. Donc, vous faites les encadrements avec les racines. Après, à la fin, vous allez diviser par 2. Voilà. Donc, je vous donne juste l'idée. L'idée, donc, il faut l'exploiter comme on a fait dans les questions 1 et 2. Une fois que vous avez fait les calculs, vous allez voir comment modifier les petites choses, diviser par 2, etc. Ça, c'est à vous de voir. Bon, alors l'exercice 4, donc c'est bon. Alors maintenant, l'exercice suivant, c'est le 11. Donc, il faut aller jusqu'au 11. Ça veut dire que les exercices 10, 9, 10, c'est à vous de les faire. Mais, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de les faire. Il faut les faire. Quand vous aurez trouvé le corrigé, vous me l'envoyez, je le corrige. Si vous voyez que vous avez des difficultés et que ça vous intéresse d'avoir la solution, vous m'envoyez un mail aussi et je vous envoie le corrigé. Mais il faut les faire parce qu'ils sont dans la CDD. Donc, ce qu'on m'a demandé, c'est de traiter le 11 pour la limite. Alors, le 11, c'est le calcul des limites en utilisant la règle de l'hôpital. Alors, je sais que tout le monde aime l'hôpital, parce que effectivement, ça simplifie beaucoup les choses. Alors, donc, on m'a demandé de faire l'exemple 1. Alors, laissez-moi voir l'exemple 1. Ensuite, l'exemple 2. L'exemple 3. C'est tout. 1, 2 et 3. Alors, donc, on va regarder l'exercice 4 et les limites qu'on nous a demandé de faire. 1, 2 et 3. Alors, le 11, donc la règle de l'hôpital. En appliquant la règle de l'hôpital, calculez les limites suivantes. Donc, on vous a donné combien de limites? 7. Alors, ce qu'on m'a demandé de faire, donc, c'est 1, 2 et 3. Alors, pour les autres, c'est le même principe. Une fois que vous savez comment appliquer la règle, donc, vous l'appliquez et puis vous allez trouver le résultat. Donc, on m'a demandé de faire la première question. Et dans la première question, traitez les exemples 1, 2 et 3. Alors, le corriger. Donc, d'abord, la première question, c'est limite quand x tend vers A de ln de x moins A sur ln de e de x moins e de A. La première chose à faire, c'est remplacer x par A et voir ce que ça donne. Alors, quand on remplace x par A, alors ici, en fait, la limite, c'est par valeur supérieure. Parce que le logarithme n'est pas défini pour les valeurs négatives. Donc, quand x tend vers A par valeur supérieure, ça veut dire c'est 0 plus. ln de 0 plus, c'est combien? 1 sur x sur A. Non, c'est pas la divisée. ln de 0 plus. ln, la limite de ln de... C'est moins l'infinité. Voilà. Alors, en bas, vous avez exponentielle x moins exponentielle a. Quand x tend vers a, là aussi, ça va être 0 plus.
ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Et donc, on trouve l'infini sur l'infini. Est-ce qu'on peut appliquer l'hôpital lorsque la limite est sous la forme l'infini sur l'infini? Quand est-ce qu'on peut appliquer l'hôpital? On peut l'appliquer lorsque la limite c'est de la forme 0 sur 0. Sur 0. Ou bien L'infini. lorsqu'elle est de la forme l'infini sur L'infini. l'infini. Peu importe le signe. Lorsque c'est de la forme l'infini sur l'infini ou la 0 sur 0, on a le droit d'appliquer l'hôpital. Les autres indéterminations, non. Les seules indéterminations où on applique l'hôpital, c'est 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini. Alors, alors on va rappeler d'abord la règle de l'hôpital. C'est tout le monde qui la connaît, donc je n'ai pas jugé utile de la rappeler. Alors on va le faire ensemble. Quand est-ce qu'on utilise l'hôpital? Donc on vient de dire quand est-ce. Et puis, ah oui, je sais pas les... Attendez, s'il vous plaît, je vais prendre les pages... Attendez. J'ai besoin d'une page blanche, voilà, c'est bon. Alors, quand est-ce qu'on utilise l'hôpital? Alors, donc, on a une fonction f sur une fonction g, dont la limite est sous la forme 0 sur 0, ou bien l'infini sur l'infini. Alors, c'est la limite quand x tend vers a. Quand x tend vers x sur 0, par exemple, ou la x tend vers a. Alors, le théorème de la règle de l'hôpital, elle nous dit, si f est dérivable au voisinage, je vais l'écrire comme ça, au voisinage de x sous 0. Sauf peut-être en x sous 0. On n'exige pas que ce soit dérivable en 0. En x sous 0. L'essentiel, c'est que c'est dérivable au voisinage de x sous 0. Donc, même si c'est pas dérivable en x sous 0, on s'en fout. Alors, si g', non, c'est pas f'. Si f est dérivable au voisinage de 0, donc dérivable. Si g est aussi dérivable au voisinage de x sous 0, avec g' non nul. Il faut que g' soit non nul au voisinage de x sous 0. Alors donc, si on a ces conditions, alors la limite de f sur g, elle est égale à la limite de f' sur g'. Voilà ce que dit la règle de l'hôpital. Alors donc, dans l'exercice 4, voilà donc la fonction f. F, c'est ln de x plus 1. Où est-ce qu'elle est dérivable? Sur 0 plus infini. Où est-ce qu'elle est définie? Non, c'est pas x ici, c'est x moins a. Si vous prenez 0, vous allez avoir ln de moins a. Moins a, c'est possible que ce soit négatif. Hein. Alors ici, c'est dérivable lorsque x moins, c'est défini lorsque x, c'est dérivable lorsque x moins a est positif, qui que soit a. A, c'est un réel. Il faut que x moins a soit positif. Ça veut dire que x, il est supérieur à a, même si a est négatif. Hein. Il faut que x soit supérieur à a. Donc f, elle est définie, même, alors f, elle est définie sur l'intervalle a plus l'infini. G, où est-ce qu'il est dérivable? Où est-ce qu'il est défini d'abord? Dans la même définition. C'est la même chose. Même chose. A plus. Il faut que x soit supérieur à EA. Et donc, il faut que x soit supérieur à A. Donc là aussi, c'est défini sur A plus l'infini. Alors, on sait que ln, quand elle, sur le domaine où elle est définie, elle va être continue et dérivable.
Donc, f et g sont définis, continus, dérivables sur l'intervalle a plus l'infini. Et la limite de f sur g quand x tend vers a, alors il faut que x soit supérieur à a. Parce que c'est pas défini à gauche. C'est défini juste à droite de a. Donc, il faut prendre la limite à droite de a. Alors, elle est de la forme moins l'infini sur moins l'infini. On vient de le voir ensemble. Elle est de la forme moins l'infini sur moins l'infini. Alors, les fonctions f et g sont dérivables à droite de a. Elles sont dérivables, hein, parce que c'est défini, continu, dérivable sur a plus l'infini. Alors, c'est quoi f' de x? On a besoin de la dériver. C'est quoi f' de x? F' de x, regardez, voilà f. Et dites-moi, c'est quoi sa dérivée? 1 sur x moins 1. C'est 1 sur x moins 1. Voilà. Et c'est quoi la dérivée de g? Exponentielle x Oui. sur exponentielle x moins exponentielle a. C'est très bien. C'est exactement ceci. Donc, la dérivée de f, c'est 1 sur x moins 1. Et la dérivée de g, c'est exponentielle x sur exponentielle x moins 1. Alors, est-ce que g', est-ce qu'il s'annule? Parce qu'on doit avoir f' sur g'. Il ne faut pas que g' s'annule. Alors, on a au son, mais en dehors de a, il ne faut pas qu'elle s'annule. Pour que g' soit nul, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'exponentielle s'annule. Est-ce que l'exponentielle x s'annule? Non. Non. Donc g', elle est différente de 0, quel que soit x supérieur à a. Donc la règle de l'hôpital s'applique. Parce qu'il ne faut pas que g' soit égal à 0. D'accord? C'est pour ça que on regarde le dénominateur. Donc la limite de f sur la limite de g, donc la règle de l'hôpital, elle vous dit que c'est la limite de f' sur g'. Alors maintenant, je remplace. La limite de f' sur g', c'est la limite de 1 sur x moins 1 sur g', qui est égal à ex sur ex moins 1. Alors, on essaye d'arranger un petit peu les choses. Alors, ça va vous donner, diviser une fraction par une autre fraction, revient à multiplier la première fraction par l'inverse de l'autre. Et donc, on obtient ex moins ea sur ex fois x moins 1. Et puis, je regarde la limite. Quand x tend vers a, le numérateur, il tend vers combien? 0. 0. Le dénominateur, il tend vers combien? ex, il tend vers ea, donc c'est pas nul. Mais la parenthèse ici, quand x tend vers a, la parenthèse, elle tend vers 0. Donc, cette dernière limite, elle est de la forme 0 sur 0. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va dire alors de f sur g? On ne peut rien dire, parce qu'on n'a pas trouvé la limite. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va appliquer la deuxième fois l'hôpital. On va appliquer la deuxième fois l'hôpital. On peut l'appliquer parce qu'on a affaire à une limite qui est de la forme 0 sur 0. Et donc, on va appliquer une deuxième fois. Parce que l'hôpital, on peut l'appliquer plusieurs fois. L'essentiel, c'est que les conditions soient remplies. Alors maintenant, donc, ce qu'on va faire, le numérateur, on va l'appeler phi de x. Le dénominateur, je vais l'appeler psi de x. Et on va essayer de voir est-ce que l'hôpital s'applique. Alors, phi et psi, est-ce qu'elles sont dérivables? C'est quoi phi de x? Ça, c'est une constante. Et ça, c'est ex. Donc, c'est défini, continu, dérivable sur r. Psi, c'est l'exponentielle fois un polynôme. Donc, c'est continu, dérivable, ce que vous voulez sur r. D'accord? C'est quoi la dérivée de phi? Exponentielle x. Exponentielle x. Et c'est quoi la dérivée de psi? Exponentielle fois x moins a plus Voilà. exponentielle d'x fois x. Attendez. Oh, fois 1. La dérivée de Fois phi, il y a une erreur. Voilà, fois 1, c'est pas fois x. Donc, la dérivée de phi, c'est exponentielle x. La dérivée de phi, c'est exponentielle x.
la dérivée de psi, c'est un produit. Donc, c'est la dérivée de l'exponentielle fois x moins 1, plus la dérivée de x moins a fois l'exponentielle. Donc, ça vous donne exponentielle de x moins a plus ex. D'accord? Alors, psi de x, elle n'est pas nulle à droite de a, parce qu'à droite, ça veut dire que x moins a est positif. Comme ex est aussi positif, donc tout ça, ça va être positif. Ça ne peut pas s'annuler. Alors, la règle de l'hôpital, elle vous dit que la limite de phi sur psi, c'est la limite de phi prime sur psi prime. Alors, excusez-moi juste une minute et je reviens. J'ai un petit empêchement de 30 secondes. Bon, alors je m'excuse donc une deuxième fois, j'avais un petit empêchement. Donc je continue. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui. Alors donc on était à la dérivée de phi et la dérivée de psi. Donc là, si on les a calculés. Alors donc la règle de l'hôpital me dit que la dérivée de phi sur psi, c'est la dérivée de phi prime sur la dérivée de psi. Alors, je remplace. Alors, phi prime, c'est ex. Et la dérivée de psi, c'est ex fois x moins a plus ex. Ensuite, je regarde la limite quand x tend vers a. Quand x tend vers a, ça c'est ea, l'exponentielle a. En bas, c'est l'exponentielle a. On peut prendre Voilà. un facteur, monsieur. X moins a quand x tend vers a. Oh, malice, ça ne change pas grand-chose. X moins a quand x tend vers a, c'est 0. Plus exponentielle a. Donc, ce qu'on obtient, c'est exponentielle a sur exponentielle a. On simplifie et ça donne. Alors maintenant, on remonte. Donc, la dérivée de phi prime sur psi prime, c'est 1. Ce qui fait que la dérivée de phi sur psi, c'est aussi 1. Alors maintenant, regardez ici. C'est ça phi sur psi, c'est ça. Alors, comme la dérivée qui est ici, c'est 1, donc quand on remonte, ça veut dire que la dérivée de f' sur g', c'est 1. Et comme la dérivée de f' sur g', c'est la même que la limite de f sur g, ça veut dire que f sur g, c'est aussi 1. Donc, on a appliqué l'hôpital d'intervalle qui contient 0. La dérivée de f, c'est ex. La dérivée de g, la dérivée de sinus, c'est cosinus. Et on sait qu'au voisinage de 0, cosinus n'est pas nul. Alors, donc, comme la règle de l'hôpital s'applique, donc on va avoir la limite de f sur g, c'est la limite de f' sur g'. Donc, f' sur g', c'est de la forme ex sur cosinus x. Et ex sur cosinus x, ça donne. Ouais. Parce que e de 0, l'exponentielle de 0, c'est 1. Cosinus de 0, c'est 1. Et donc, ça me donne 1. Voilà pour la règle de l'hôpital appliquée à la deuxième fonction. Alors, la troisième, c'est x cosinus x, plus sinus x sur x au cube. Alors, la limite quand x tend vers 0, le numérateur, comme il y a x ici, donc x cosinus x, x tend vers 0,
sinus x, ça tombe vers 0. Le dénominateur, ça tombe vers 0. Donc, c'est de la forme aussi 0 sur 0. On va essayer d'appliquer l'hôpital là aussi. Alors, la fonction f de x, la voici. G de x, x au cube. Donc, la limite, elle est de la forme 0 sur 0. Alors, la fonction f, où est-ce qu'elle est dérivable? Sur R. R, elle est dérivable partout. La fonction g, c'est un polynôme, c'est aussi dérivable sur R. Et donc, c'est dérivable au voisinage de 0 sur n'importe quel intervalle qui contient 0. Alors, la dérivée de f, c'est quoi la dérivée de f? C'est d'abord la dérivée de x cosinus. C'est quoi la dérivée de x cosinus x? C'est la dérivée de x cosinus x. Ensuite, plus la x fois la dérivée de cosinus. C'est quoi la dérivée de cosinus? Moins sinus. Moins sinus. Donc, on obtient cosinus x moins x sinus x. Et puis, la dérivée de sinus, c'est cosinus. Moins cosinus x. Alors, vous avez cosinus avec cosinus qui s'en va, qui sous cette phi. Donc, ah oui, il y a une erreur ici. C'est moins x sinus x. Donc, la dérivée, c'est moins x sinus x. La dérivée de g, donc c'est 3x2, c'est un polynôme, il n'y a aucun souci. Et g, elle est non nulle au voisinage de 0, puis l'idée de 0. L'essentiel, c'est que au voisinage de 0, elle ne soit pas nulle. En 0, on s'en fout. Donc, la règle de l'hôpital s'applique. Et qu'est-ce qu'on va avoir? La limite de f sur g, c'est la limite de f' sur g'. Alors, donc, on a dit qu'il y a une erreur. Ici, c'est moins x sinus x sur 3x2. On simplifie par x. Et on va avoir moins sinus x sur 3x. Alors, on a l'habitude d'utiliser la limite de sinus x sur x. On a l'habitude de dire que c'est égal à 1. La limite, c'est 1. Mais en fait, ça se démontre avec la règle de l'hôpital facilement. Donc, la dernière limite, celle-là, elle est de la forme 0 sur 0. Sinus, c'est 0, x, c'est 0. Donc, elle est de la forme 0 sur 0. On va appliquer l'hôpital. On va poser phi égale sinus et psi égale à 3x. Donc, en fait, c'est moins sinus. Donc, après avoir vérifié que la règle de l'hôpital s'applique, on a la limite de phi sur psi, c'est la limite de phi prime sur psi prime. Alors, la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, la dérivée de moins sinus, c'est moins cosinus. La dérivée de psi, c'est la dérivée de 3x, donc c'est 3. Et on obtient moins cosinus sur 3. Et quand x tend vers 0, ça c'est moins 1 tiers. Et donc, si on remonte, on arrive à la dérivée de f sur g égale moins 1. Donc voilà pour l'exercice. Il est quelle heure? Il faut pas que je dépasse l'heure. On s'arrête à 11h30. Non, midi 30, pardon. Bon, il est presque l'heure. Alors, silicate, plutôt l'exercice suivant, c'est lequel? L'exercice 12. Alors, le 12, donc, on va faire la première question A et x2 sinus x, B. Alors, donc, exercice 12, x2 sinus, donc c'est 1. Alors, on va faire ça. x2 sinus, donc c'est pas 2, non, c'est ça, c'est 5. Voilà donc ce qu'on m'a demandé de faire. Exercice 12, 1 et 5. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de calculer les dérivées d'ordre n des fonctions suivantes. Comment calculer la dérivée n-ième? Alors, qu'est-ce qu'on vous a appris en terminale, par exemple? Comment calculer la dérivée n-ième d'une fonction? Alors, en général, il y a deux façons de faire. C'est l'une ou l'autre. La première, c'est... Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre? Quand on veut calculer la dérivée n-ième, c'est quoi le premier réflexe? Moi, jamais fait, monsieur. Ah, jamais? Lycée. Ah bon? Lycée, jamais. Oui. La première chose qu'il faut essayer, c'est la récurrence. Le premier réflexe, c'est la récurrence. Alors, la récurrence, ça veut dire que je vais calculer f',
Ensuite, on va calculer f secondes. En général, à 3 ou 4, ça s'arrête. On va calculer f troisième. Alors, on regarde à peu près ce qu'on obtient. Et on essaye d'imaginer une formule à l'ordre n. Une fois qu'on a obtenu les résultats, on essaye, en fonction de ce qu'on a obtenu, d'imaginer la dérivée d'ordre n. Et quand on écrit la formule, on va supposer que la formule c'est ça, mais on ne sait pas si c'est correct ou non. C'est possible qu'on se soit trompé. Alors, quand on va supposer que Fn c'est ça, ben, il faut montrer à ce moment-là que ça marche pour Fn. C'est ça le raisonnement par récurrence. Donc, on va supposer que la formule c'est celle-là. On va voir que ça marche pour les premières dérivées. Ensuite, il faut montrer que cette formule, elle est vraie aussi pour n plus 1. Alors, si ça marche comme ça, donc la formule est bonne. Alors, la deuxième propriété, c'est que, alors, des fois, la récurrence, ça ne marche pas. Parce que vous allez calculer f prime, f seconde, f troisième, etc. Et vous allez voir que c'est pas facile d'imaginer fn. On n'a aucun moyen d'imaginer fn parce que ça va dans tous les sens, c'est compliqué, etc. Alors, si on ne peut pas imaginer Fn, comment on peut calculer la dérivée n? Alors, le deuxième réflexe, c'est utiliser ce qu'on appelle la formule de Leibniz. Je ne sais pas si vous la connaissez. Concernant les dérivées. Alors, est-ce que vous la connaissez? Alors, si vous ne la connaissez pas, si vous ne l'avez pas vue en terminale, je suis presque sûr que vous l'avez vue en analyse, puisque c'est dans la série d'exercices, donc vous l'avez vue en cours. Oui. Alors, quand est-ce qu'on utilise la formule de Leibniz? C'est lorsque vous avez une fonction qui est sous la forme f fois g. Donc, c'est une fonction qui est un produit de deux fonctions. Alors, la dérivée énième d'une fonction qui s'écrit comme un produit, c'est la somme de k égale 0 jusqu'à n de nk. Alors ça, c'est le coefficient binomial, coefficient du binôme de Newton, c'est nk. La dérivée énième de kn de f fois la dérivée d'ordre n-k de g. On peut permuter l'ordre de la dérivation. On peut le permuter aussi, c'est la même chose. Ça veut dire que je peux écrire f n-k g k. Donc, ou bien on garde les puissances comme ça, ou bien on les permute, c'est la même chose. La formule de changement. Donc, voilà un autre moyen de calculer la dérivée n. Ça s'appelle la formule de Leibniz. Ça s'applique à des fonctions qui sont sous la forme d'un produit de deux fonctions. Donc, ou bien on utilise la récurrence, ou bien on utilise Leibniz. Comme la règle de Newton. A plus B puissance oui, n. c'est comme A plus B à la puissance n. C'est exactement ceci. Bon, alors, je ne vais pas vous encombrer peut-être. Le corriger, je vais vous l'envoyer. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de vous entraîner. Par exemple, ça, j'ai fait son corrigé. Ça, c'est en utilisant les récurrences. F1, c'est en utilisant la récurrence. La deuxième, F5, je pense que ça a été choisi exprès, parce que c'est un produit. Essayez de voir la récurrence. Essayez de commencer par F', F5', F5 secondes, F5 troisième, etc. Vous allez voir que les formules que vous obtenez, elles ne sont pas faciles. Donc, c'est pas facile d'imaginer la formule de la dérivée énième. Alors, donc, le réflexe, c'est de se dire, comme c'est un produit de deux fonctions, je vais essayer d'utiliser la formule de Leibniz. Donc, Leibniz pour F5, la récurrence pour F1. Une fois que vous avez ceci,
essayer de faire les autres fonctions, F2, F3 et F. D'accord? Donc, on n'a pas avancé beaucoup cette fois-ci. Ben, si vous avez le temps, on peut faire F1 par exemple, c'est rapide. Hein? Bon, allez, je vais le faire pour ceux qui veulent rester. Pour ceux qui veulent partir, je vais le refaire la prochaine. Alors, pour F1, vous allez voir comment ça se passe la différence. Regardez, F1, allez, voilà F1. 1 sur 1 plus x. Alors, elle est indéfiniment dérivable, donc on peut la dériver autant de fois qu'on veut, parce que c'est un polynôme sur un autre polynôme. Donc, l'essentiel, c'est que le dénominateur ne soit pas nul. Donc, si vous prenez R et que vous enlevez le point qui pose problème, moins 1, la fonction, on peut la dériver autant de fois qu'on veut. Alors, une fonction qu'on peut dériver autant de fois qu'on veut, comment on l'appelle? On l'appelle une fonction C infinie. C infini, ça veut dire qu'on peut la dériver autant de fois qu'on veut. Alors, c'est quoi la première dérivée de F1? Bon, je l'ai donné. La première dérivée, c'est moins 1 sur 1 plus x2 au carré. Regardez, F seconde, ça c'est facile. Hein, ces fonctions, c'est des fonctions, on sait comment les dériver. Donc, voilà la première dérivée, voilà la deuxième, et voilà la troisième. Alors, je vais essayer de vous demander d'imaginer la formule à l'ordre n. C'est quoi la formule à l'ordre n à votre avis? Regardez comment se passent les premières formules, les premières dérivées, et donnez-moi la dérivée à l'ordre n. Alors, regardez d'abord, il y a moins 1, 2, plutôt 1, moins 1. Donc, il y a forcément un moins 1 à la puissance quelque chose. Vous êtes d'accord? Parce que F1, il y a moins 1. F2, il y a 2, il y a plus 1. Pour F3, il y a moins 1. F4, il va y avoir plus 1, etc. Donc, il y a forcément moins 1. À votre avis, c'est quoi la puissance? Alors, quand c'est 1, c'est moins 1. Quand c'est 2, c'est plus 1. Quand c'est 3, c'est moins 1. Donc, ça a l'air d'être n. D'accord. Ensuite, ce dont on est sûr, c'est que, regardez le dénominateur. Quand c'est la première dérivée, c'est 1 plus x au carré. Deuxième dérivée, 1 plus x, 3. Troisième dérivée, 1 plus x, 4. Donc, à votre avis, ça sera quoi? C'est 1 plus x à la puissance n plus 1. Donc, ça a l'air d'être ceci. On n'est pas à l'abri d'une erreur. Mais, apparemment, ça a l'air de se comporter comme ça. Alors, maintenant, on va regarder le numérateur, le coefficient du numérateur. C'est pour le factoriel. 2, là c'est 2 fois 3, c'est n factoriel. Donc voilà la formule. Alors en général, c'est pas facile. On peut se tromper dans l'écriture de la formule d'ordre n. On peut se tromper. On n'est pas sûr que ce soit bon. Alors comment savoir que c'est correct? Alors, il faut calculer à ce moment-là la dérivée suivante. Il faut calculer la dérivée suivante. Alors, si on obtient moins 1 à la puissance n plus 1, c'est ça la récurrence. Si on obtient ceci, ensuite n plus 1 factoriel sur 1 plus x à la puissance n plus 2, alors à ce moment-là, c'est correct. La formule est correcte. Maintenant, si en calculant fn plus 1, on n'obtient pas ceci, ben ça veut dire qu'il y a une erreur dans la formule. D'accord? Allez, faisons les calculs. Voilà fn. C'est quoi fn plus 1? Fn plus 1, c'est la dérivée de fn. C'est ça ce qu'on appelle la dérivée d'ordre n plus 1. C'est la dérivée de fn. Donc c'est fn dérivée. Mais comme on a supposé que fn c'est ça, c'est quoi sa dérivée? Le numérateur, c'est une constante. Donc, la dérivée d'une constante fois le dénominateur, donc c'est 0, moins la dérivée du dénominateur fois la constante. Donc, c'est moins 1 à la puissance n, fois n factoriel. La dérivée du dénominateur, maintenant, c'est quoi? 1 plus 1 fois 1 plus x à la n puissance plus 1, 1 plus x à la puissance n, sur le dénominateur au carré. D'accord? Voilà ce qu'on a dit. Alors, moins 1 fois moins 1 à la puissance n, ça nous donne quoi? Moins 1 puissance 1 moins 1.
1 moins 1. n plus 1 ou la n moins 1. Mais on a besoin de n plus 1. Ensuite, n plus 1 factoriel fois n factoriel fois n plus 1, c'est quoi? C'est 1 plus 1 factoriel. C'est n plus 1 factoriel. Ensuite, si je simplifie 1 plus x à la puissance n, avec 1 plus x à la puissance 2n plus 1, qu'est-ce que je vais avoir au dénominateur? Puissance 1 plus 2. 1 plus 1. Alors, donc, moins 1 à la puissance n plus 1, n plus 1 factoriel, 1 plus x à la puissance n plus 2. Je compare avec ce que je devais avoir. Est-ce que c'est la même chose? Oui. Oui. Eh bien, donc la formule, elle est bonne. La formule qu'on a imaginée, elle est correcte. Et donc, on va conclure à ce moment-là que quel que soit n, la formule est correcte. Voilà donc comment on calcule la dérivée n. Alors, si vous voulez appliquer la même chose à cette fonction, eh bien, vous allez voir que c'est pas facile. Quand on calcule les premières dérivées, ben, ça ne va pas être facile d'imaginer la dérivée n. Pour que vous soyez convaincus, je vais vous demander de le faire. Faites-le. Calculez les 3 ou les 4 premières dérivées. Et vous allez voir que ça ne va pas être facile d'imaginer la dérivée n. D'où l'utilité de la formule de Leibniz. Donc ça, on va le voir la prochaine. Alors si vous avez des questions, donc vous les posez. Sinon la prochaine. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, est-ce qu'ils ont changé le coefficient d'algèbre 1? Ben, ça fait longtemps que je n'ai pas enseigné en algèbre. J'ai fait une interruption, ça fait des années que je n'ai pas enseigné en congrès. Donc, je n'ai pas toutes les informations. Sincèrement, je sais. Il faut demander peut-être à votre enseignant d'analyse, il faudra peut-être vous répondre. D'accord, monsieur. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas enseigné en congrès. Sincèrement, donc je ne sais pas s'il y a eu des modifications, s'il y a eu des changements, on n'a aucune idée. Voilà. Merci. Il n'y a pas de problème. Bon, donc s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite bonne journée et puis je vais mettre un terme à la